c'est trop dingue de pouvoir parler de ça maintenant parce que non mais j'en ai tellement souffert, pour moi c'était vraiment une souffrance de fou. C'était la peur bleue de faire du mal à quelqu'un. Donc du coup j'avais peur de, je sais pas, d'être dans la cuisine là par exemple, prendre le couteau et d'aller planter quelqu'un. Bonjour et bienvenue, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va passer un moment avec la santé mentale. J'ai le plaisir de recevoir Lana, formée auprès de la PSSM France. Le but de ce format est de personnaliser le podcast à notre invité avec 3 moments clés afin de découvrir le sujet plus en profondeur. Ici, la santé mentale. Donc pour commencer, la première partie, donc l'inconfort, tu m'as dit que tu détestais cuisiner. Ah ok, je commence à comprendre. Et donc, on va cuisiner un petit bœuf bourguignon. Pourquoi ? Parce que tu m'as dit aussi c'était le plat que ta mère, il me semble, faisait quand tu étais plus petite. Ouais, c'est ça. Et il est là du coup un peu le côté Madeleine de Proust. Donc après on passera à table pour le déguster. Okay. Donc j'espère qu'il sera bon. Ça devrait le faire, on a tout ce qu'il nous faut, étape par étape. Donc ton niveau du coup tu es en cuisine, tu le décrirais comment déjà ? Il est médiocre. Mais tant que ça ? Ouais, en fait il est médiocre. J'arrive à rater des pâtes. Non, c'est vraiment. Non, mais c'est vraiment. C'est pas du second degré, genre. J'arrive à rater des pâtes. Et comment tu rates des pâtes ? Bah, soit je les laisse trop longtemps, soit pas assez. Et du coup, mais il faut mettre de l'eau dans le. Oui, je sais pas du tout cuisiner. Je sais pas comment ça se cuit, mais je fais ce que je peux. Hein. Ça, j'ai aucune rêve, c'est terrible. Et du coup, on va pouvoir commencer par tirer une petite carte. Allez, avant, comme ça, on va pouvoir discuter. Je te laisse faire. Hop, alors. As-tu une routine ou une habitude un peu étrange mais bénéfique pour ta santé mentale ? Donc ça, il y a beaucoup de questions à toi, hein. C'est des questions à toi. Oui, c'est une bonne question ça. Et du coup, tu peux commencer par y répondre et aussi peut-être nous dire s'il y a un côté peut-être un peu plus scientifique là-dedans que tu connais ou quoi, surtout n'hésite pas. Voilà. Bah à savoir déjà pour le côté un petit peu plus scientifique, c'est que pour la santé, enfin pour quelqu'un qui est un peu de base type un peu anxieux, ou même pour quelqu'un qui a une pathologie, les routines c'est très bon. Okay. C'est très bon. La routine ça permet de favoriser, tu sais, un moment où tu fixes un peu tout dans ta journée. Ouais. Et donc ça t'aide à garder une régularité au niveau de tes émotions. Ok. Ouais. Mais c'est marrant parce que moi pour le coup, justement, une routine ça me fait plus peur. Je pense que ça me mettrait plus mal perso. Ouais. Ah ouais, complètement. Genre tu sais, je sais pas, le fait d'avoir une routine, moi ça me... Peut-être que c'est parce que tu gères mieux les imprévus, non ? Peut-être, mais c'est parce que c'est aussi ce que j'aime aussi, enfin c'est ce que j'aime, mais genre... Je veux vivre au jour le jour. Bah... One life en fait, les man. Non mais c'est juste que genre... moi une routine, en fait ça me fait peur et j'ai plus aussi l'impression genre de... Je sais pas, genre le temps passe tellement plus vite quand j'ai une routine et tout genre. Et je m'y tiens pas surtout. Ça veut dire que toutes tes journées sont différentes. En vrai ouais. Enfin, plus ou moins ouais. T'as pas une journée type. Non. Mais c'est surtout que je modifie en fait surtout. Genre par exemple, il y a des jours, surtout là moi maintenant que j'ai plus d'études et tout et que je suis à 100% là-dedans, tu sais je peux me lever quand je veux techniquement. Oui. Mais j'essaye de me lever tu vois quand même assez tôt. De garder une régularité. Ouais. Mais ça c'est bien. Genre entre 7h30 8h. Mais parfois je suis en mode nique sa mère, genre là je suis fatigué, ça sert à rien. Donc je dors jusqu'à 9h ou 9h30 tu vois. Ah mais c'est super tôt. Non mais pour moi c'est... Ah oui, pour toi c'est tard. Ah bah ouais. Non. Mais si, mais en fait... 9h30. Mais c'est surtout que j'ai cru que t'allais me dire je me lève à midi et tout, j'allais dire ouais ça peut arriver. Mais en fait, je vis chez mes parents et ma mère, elle travaille, elle est en télétravail. Ok. Et du coup elle est là. Ouais. Et ça me fout aussi un peu la presse en vrai. Genre j'ai pas envie de me lever à midi et tu sais je sais pas. Et là en ce moment il y a ma grand-mère. Donc là tous les jours c'est 8h30. Là il n'y a pas de... C'est trop bien. mais c'est trop bien. Mais du coup, il y a ce truc de... ça change assez souvent tu vois. Et en fait, même juste par rapport à ce que je mange le matin, je vais me faire genre 3 jours où je vais me prendre des œufs et tout machin. Et je vais me lever le 4e jour. J'ai plus du tout envie de ça, je change. Et sinon ça me rend ouf. Ah ouais, c'est zéro routine. Zéro. Ah c'est fou. Mais peut-être que ça vient du fait que j'ai beaucoup bougé. Parce que tu sais, genre quand je t'avais dit, moi je suis né dans le Nord, j'ai déménagé souvent. Ouais. Et du coup peut-être qu'il y a de ça aussi hein. Ok. Et toi t'as une routine du coup ? Tout le temps. Ouais, moi j'ai une routine. Mais genre elle est quoi ? Elle est écrite ou elle est fixe, elle est... Et le problème du fait que j'ai une routine et que j'ai pas de... Enfin que je sois pas comme toi. Ouais. C'est clairement le fait que dans
dès qu'il y a un imprévu, qu'il y a un truc qui est pas programmé à mon programme que je me suis fixé de base, et bah tout de suite ça va me déconcentrer, je vais faire n'importe quoi, enfin mes émotions elles vont partir un peu dans tous les sens. Et que le fait vraiment de garder une régularité sur une journée type, bah ça m'aide en fait à rester constante en fait. Ok. Voilà. Et quand tu dis tes émotions elles font n'importe quoi et tout, genre ça se traduit comment genre? Bah ça va dépendre en fait, genre si par exemple j'ai prévu une soirée où genre avec moi-même, seule avec moi-même, mais que pour X ou raison je suis obligée d'aller faire un truc qui me fait chier, parce que je suis obligée de le faire, et ben en fait ça va me foutre la mort, ça va me foutre les nerfs, et du coup ben je vais être désagréable. Ok, voilà. Et genre je vais mal le gérer. Et le fait de savoir, vu que là t'en as conscience, ça change rien? Si, j'arrive à travailler dessus quand même. J'arrive à travailler dessus, mais c'est pas encore trop. Mais c'est un travail, genre, c'est vraiment. Ok. C'est un travail. Ouais, moi j'aurais du mal à vivre par exemple avec ton truc à toi, tu vois. Ok. De dire tous les jours je peux faire un truc différent, etc. Et je sais pas trop à quoi va ressembler ma journée. Ouais, ok. Mais après, moi parfois aussi ce que je fais, c'est quand même genre le soir d'avant ou quoi. Je me dis ok, tu sais, je me note des trucs en mode à faire à la limite, pour pas que je les oublie parce que. Ah, tu fais une to-do. Ouais, en gros, ouais. Mais je les mets plus sur mon agenda par tranche horaire, genre. En mode sur mon agenda, il y a des horaires à 10h, je dois faire ça. En fait. Ouais, mais je le tiens jamais. Mais ça me dérange pas. Ah, ça va. Ah ouais. Ça va pas te stresser, tu vas pas ressentir genre. Non. Pas trop. En vrai, c'est juste que je sais que hier, je me suis dit, il fallait que je fasse ça. Et du coup, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse rapidement. Mais bon. Après, c'est peut-être parce que en ce moment, j'ai rien non plus qui fait que genre je dois absolument rendre un truc à telle heure ou quoi, tu vois. Il y a peut-être de ça aussi, je sais pas. Après, moi, je me pose la question de savoir si c'est pas un trait typiquement genre féminin. Ou pas. Ah ouais? S'il y a pas le sexe qui joue là-dedans. C'est vrai qu'il peut y avoir un peu plus de balécouillisme, si je peux me permettre. De quoi? De balécouillisme. De la part des hommes? Ouais. Mais moi je vois Paul en fait, je le vois pareil. Paul il est vraiment comme ça, genre. C'est la même. Et Paul, pareil. t'as pas de routine toi? Oh là là. Tu vois, c'est vrai. Et pourtant pour le coup Coralie, elle planifie beaucoup plus, tu vois. Et Coralie, t'es stressée ou pas quand tu... Au départ, ça pouvait me stresser de pas avoir un truc très régulier. Maintenant, c'est très réconfortant en fait. Ouais. Ouais. D'avoir un truc régulier? Ouais, d'avoir un truc régulier, ouais. Ouais. Et pour le coup, pour Coralie, c'est un peu un enfer parce qu'on va grimper ensemble, on fait de l'escalade. Ouais. Et avec Paul aussi. Et du coup, souvent, tu sais, elle planifie ses trucs. C'est genre, samedi, genre là, on est censé aller grimper là, ce soir. On va y aller, hein. Mais c'est juste que, genre, on peut avec Paul, on peut très bien dire, bah là, en fait, on fait autre chose. Et du coup, genre, elle nous engueule un peu parce que, bon, forcément, elle a prévu. Est-ce que, genre, dans votre tête, vous êtes pas plutôt en mode, quand vous planifiez, enfin, quand vous programmez quelque chose, genre une activité à faire entre potes, etc., est-ce que vous êtes en mode, vous visualisez ou pas l'activité, comment elle va se passer? Ouais. Perso. C'est bizarre parce que moi je pense qu'une fois que tu t'es fait l'idée d'une activité qui va se passer avec tes potes et que tu vas te dire c'est super cool, et bah genre, tu sais, si t'as un truc qui vient casser ce qui est prévu et qu'il y a un imprévu et que tu le fais pas, bah je trouve qu'il y a un... T'es là, il y a une désillusion, genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais il y a le côté de dire non aussi, je pense, à un truc, genre en mode s'il y a un truc qui se rajoute, je veux dire ouais vas-y, et puis finalement ça va empiéter ou quoi peut-être, il y a peut-être de ça. Ah ouais peut-être. Et si je vois ce que tu veux dire. Du coup tu dis oui à tout et puis après tu vois ce que t'as vraiment envie de faire, je pense, je sais pas. Je sais pas, en vrai c'est un peu ça, non? Tu dis oui à toi, genre, tu dis non s'il y a un truc qui... Je sais pas. Moi oui c'est ça, c'est qu'il y a un truc, c'est que si j'ai un truc de prévu, genre à 17h, à partir de midi je sais plus quoi faire. Genre en mode c'est trop chiant. Genre ma journée elle est niquée. Genre. Oui, c'est pareil. Donc quand j'avais cours, par exemple, si j'ai cours à 15h, tu sais, genre quand on est en cours, tu peux pas prévoir. Et bah j'ai rien avant parce que j'ai cours à 15h et ça me bloque tout. Et du coup c'est peut-être pour ça aussi que je le planifie pas. Parce que du coup sinon ça me bloque les trucs et c'est chiant. Ah donc c'est à partir du moment où ça va te bloquer le truc que tu vas te rendre compte qu'en fait c'est chiant. Ouais je pense, il y a un truc un peu comme ça je pense. Alors, comment réagirais-tu si un ami, ce sont encore les trucs à toi, comment réagirais-tu si un ami te disait qu'il souffre d'anxiété, de dépression ou... de dépression, quel serait ton message pour lui?
pense que c'est quelque chose qui est beaucoup... que la solution que tu vas essayer d'apporter à la personne pour l'aider, je pense que c'est beaucoup en fonction de comment elle est. Ouais. Moi, dans un premier temps, ça va dépendre du caractère de la personne ou de... de comment elle est, tout simplement, en fait. Ouais. Mais je pense que je partirais plutôt sur... déjà, on dit souvent qu'au niveau de la santé mentale, quand il y a quelque chose qui bloque ou quelque chose qui va pas trop bien, il faut impérativement en parler. Ça, c'est un truc qui est hyper récurrent, je pense que tout le monde entend partout. Ouais. Moi, je partage pas trop cette vision-là parce que je pense qu'il faut parler des choses quand on se sent prêt à en parler. Ouais. Et quand tu te sens pas prêt d'en parler, je pense pas que ça soit la meilleure des options. Moi, je pense que la meilleure des options quand tu vas pas bien, quand t'as l'impression d'être vraiment dans une anxiété qui est pathologique ou d'être dans une dépression qui vraiment vient t'accrocher les chevilles, quoi. Je pense que le plus important, enfin la meilleure chose à faire, c'est se renseigner en max sur ce qui t'arrive. Avant de pouvoir en parler. De comprendre déjà toi. Comprendre déjà toi, pour ensuite faire comprendre à ton entourage comment est-ce que tu voudrais qu'on le comprenne, comment l'amener, comment est-ce que tu voudrais que ton entourage le comprenne, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, ouais, je vois. Mais du coup, pour expliquer un peu, en gros, Lana, c'est quoi exactement ce que tu as fait J'ai fait une formation avec PSSM France. Ok. Donc c'est les premiers secourismes en santé mentale. Et c'était vraiment très intéressant parce que moi c'est quelque chose, c'est un domaine qui me tient particulièrement à cœur. Enfin c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, on cherche à déstigmatiser beaucoup ces derniers temps, enfin ces dernières années. Mais il y a encore un petit peu de chemin, quoi. Ouais. On en parle, mais pas encore assez. Et du coup toi, c'est dans cette démarche que t'as voulu un peu plus te renseigner, etc. Ouais, pour agir en fait sur ça aussi. C'est exactement ça. Et donc, du coup, c'est donc pour ça que Lana est là aujourd'hui. Et en fait, moi, c'est la question par rapport à ça. Est-ce que dans cette formation, on te donne des clés justement Mais est-ce que du coup, c'est des trucs qui sont genre. Enfin, c'est des trucs que tu dois beaucoup adapter, j'imagine. C'est quoi exactement Non, il y a une trame de base qui est bien fixe. Donc en fait le plan de secourisme, il s'appelle aérer. En gros, c'est t'approches la personne, tu l'écoutes activement, attentivement. Tu la conseilles, tu l'orientes vers les professionnels, etc. En fonction de quelle étape de sa vie elle traverse. Parce qu'il y a plusieurs thérapies qui sont conseillées dans certains cas, mais qui sont pas forcément hyper pertinentes dans un autre. Par exemple, tu vois, le coup de l'anxiété, aller dire à quelqu'un va voir un psychologue. En fait, oui, c'est bien parce que ça va aller travailler sur le corps émotionnel et tout ça, mais les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, elles sont vraiment beaucoup plus adaptées parce que tu vois, ça va permettre à la personne qui, je sais pas moi, demain tu me dis j'ai une peur bleue des chiens. Dès que je vois un chien, je fais des angoisses, ça me panique et tout. Et en fait, la thérapie cognitive et comportementale, elle va t'emmener à t'exposer jusqu'à, donc c'est pas d'un coup, elle va pas te foutre devant un chien, mais petit à petit, en fait il va y avoir des petites expositions. Donc ça va commencer par des cartes, par des images, ensuite ça va être des jeux, après ça va être regarder un film avec des chiens, jusqu'à que petit à petit, progressivement, t'arrives à te sentir un peu plus confortable avec l'idée. Mais c'est pas du tout, t'es pas du tout confortable quand tu vas dans ces séances-là. Ouais, bien sûr. C'est pas du tout le but. Mais le but c'est donc grâce à l'exposition, de petit à petit, tu vas régler cette peur, régler l'inconfort que tu peux ressentir par rapport au sujet. C'est un peu, moi j'avais vu dans le livre justement de Le Code de Cyrus North, il parle un peu de, c'est plus sur la philo et tout, mais il y a un peu de psycho dedans et il parle du conditionnement. En mode, il y a une expérience d'un enfant devant une souris et tout, il a pas peur. Mais en gros, ils mettent l'enfant devant la souris et à chaque fois ils font un énorme gros bruit qui le fait peur. Et après en grandissant en fait, c'est horrible. Et en grandissant il a associé, et du coup il a genre ultra peur de la souris. Tu vois. Et du coup là c'est un peu le chemin vers genre t'essayes C'est ça, là tu t'exposes pour arriver jusqu'au moment où t'auras plus peur. J'ai une histoire personnelle que je pourrais raconter en vrai qui est assez similaire à ça. Mais par exemple, t'as déjà entendu parler des phobies d'impulsion ou pas ? Non, du tout.
Il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler? Non? Phobie Vous connaissez d'impulsion. pas les phobies d'impulsion? Non. C'est un type d'anxiété, c'est ce que tu me disais quand on en avait parlé un petit peu par vocal, tu m'avais dit. Mais en fait, l'anxiété, pour moi, genre c'est quelque chose que tout le monde peut ressentir, mais pour moi, c'est pas grave. C'est ce que tu m'avais dit. Ouais, je Enfin, crois, tu m'avais dit comme ça. exactement. En fait, si, parce qu'on a une anxiété qui est bonne, qui est saine. Ouais. C'est l'anxiété que tu vas pouvoir ressentir face à un événement. Par exemple, là, je suis filmée, je suis dans un cadre Ouais. où j'ai pas l'habitude, j'aurais ressenti de l'anxiété. Ça te rapproche du stress un peu, genre c'est... Ça se rapproche du stress. Ok. Donc, tu vois, t'es pas bien dans ton Ouais. corps, machin, tu ressens des petits frissons, t'es pas trop bien. Ouais, Après, t'as l'anxiété qui est pathologique, c'est vraiment de ressentir de l'anxiété permanente, alors Ok. que y a pas de signal d'alerte. tu vois. ok, ouais, C'est ton corps qui réagit Ouais. automatiquement à une fausse alerte. Ouais, Et après, tu te mets à faire des crises d'angoisse tout seul alors qu'il n'y Ok. a pas de danger. mais c'est plus parce que tu te projettes, genre des trucs comme ça, ou c'est genre... Et bah justement, c'est de la projection. Parce Ok. que par exemple, pour les phobies d'impulsion, moi j'ai expérimenté ça et d'ailleurs, c'est fou de se dire que maintenant, Ouais, je peux arriver à en parler devant des gens que je connais pas. Pour vous expliquer un peu, en gros, la phobie d'impulsion, c'est... moi, j'allais en cours et j'étais posée, j'avais systématiquement peur, mais une peur bleue, de me lever d'un coup, de prendre une chaise et de la balancer sur quelqu'un, tu vois. ah, ok. Et constamment. Et en fait, c'est cette peur, en fait, c'est la réaction à cette pensée que Ok, tu vas ouais. avoir. Tu peux avoir des pensées cheloues, on en a plein, des pensées qui Ouais. sont intrusives. Ce que j'allais dire, il y a On en un a truc, plein, mais en fait c'est comment tu décides de réagir Ouais, à ça. ok, Si tu réagis de façon vraiment où putain je ressens de l'angoisse, je ressens genre de la pression à l'intérieur de moi, Ouais. de l'anxiété et tout, ça c'est pathologique. Ok, d'accord. Voilà, et du coup l'exposition, phobie d'impulsion, moi c'est trop dingue de pouvoir parler de ça maintenant parce que non mais j'en ai tellement souffert, pour moi c'était vraiment une souffrance de fou. C'était la peur bleue de faire du mal à quelqu'un. Donc du coup Ok. j'avais peur de je sais pas, d'être dans la cuisine là par exemple, prendre le couteau et d'aller planter quelqu'un. Ah ouais, ok. Et surtout sur les membres de ma famille. Et c'est horrible d'avoir la vision Ouais. de toi en train de planter un membre Oui. de ta famille, tu vois. Alors que c'est pas du tout genre... c'est Ça juste... n'arrive ouais. jamais. C'est Mais- de l'anxiété. C'est un peu comme... je sais qu'il y a un truc, j'avais vu justement par rapport... une mère ou un père avec son enfant, Oui. et tu te dis genre là je Ça lâche, arrive. il meurt, tu vois. Ça arrive tout le temps, tout Et le temps, tout le temps. j'avais entendu parler justement de ce genre de pensée genre, mais c'est juste, c'est normal, mais genre tu le feras pas, mais genre Oui. Ça c'est de l'anxiété genre qui vient après le postpartum. Ouais. Pardon. Mais genre ouais ça c'est fou, mais en fait le comment régler ce problème et comment guérir c'est s'exposer. C'est-à-dire que moi genre vraiment tu vois là, c'est... Ouais, il y a quelques mois, un couteau dans une pièce, Ouais. je ne pouvais pas rester. ok. Mais je ne pouvais pas. Et qu'est-ce que je faisais? Genre avant d'aller me coucher pour être sûre que c'est dans la nuit je me réveille et que je sois pas trop consciente et que j'aille planter quelqu'un de ma Ouais. famille, je cachais absolument tous les couteaux. Mais Ah je ouais, les ok. cachais parce que j'avais peur et je les enroulais C'est dans fort, du là, chiffon et tout. Ah mais ça va super loin. Et la Ok. technique de C'est des tocs en fait. Oui, c'est des... Le oui, fait d'après oui. enrouler, etc. Ça devient carrément des tocs. C'est carrément ça. C'est un trouble obsessionnel Enfin, c'est compulsif. un symptôme après. Ouais. Oui, oui, C'est vrai. c'est carrément ça. Et en fait, c'est ton anxiété qui prend une certaine forme. Ok. Si t'es exposé depuis ton plus jeune âge à être quelqu'un de type anxieux, Ouais. tu peux grandir, avoir justement des troubles obsessionnels compulsifs, mais qui vont se déplacer. Ça veut dire que genre moi Ah, j'ai toujours ok. eu des tocs toute ma vie, Ok. mais je ne savais pas qu'il Mais- y avait les tocs de pensée, comme le toc, ce fameux toc des trucs d'évitement, etc. Ok. Ouais. Ça c'est fou. Ouais. D'accord. Putain, attends, faut qu'on avance un peu. Oui. Mais ouais, ok, d'accord, mais c'est Ouais. fou quand même, c'est genre... Et en fait, Et toi t'en es sorti du coup Ouais, en t'exposant du coup, comme Oui. tu disais. Ouais, j'ai fait en sorte de m'exposer. Après, l'Espagne m'a beaucoup aidée. Mais après, c'est vrai que en fait, ce qui est dur, mais très très dur avec les troubles anxieux, qu'ils soient généralisés ou même qu'ils soient ciblés, c'est vraiment ce truc genre de vivre avec cette souffrance, mais tu vois, tu peux pas en parler. Parce que t'as Ouais. trop peur qu'on te catégorise comme un espèce de fou. Bah ouais, parce que Genre- là pour le coup c'est des Ouais. trucs quand même dur à dire. Ouais, genre, c'est des trucs. C'est des dire que trucs qui sont- tu Ouais. as des pensées comme ça alors Ouais, qu'en ouais. soi, C'est dur à dire. je pense que beaucoup dur de à gens peuvent avoir ce truc là, juste ils se rendent pas compte que c'est genre, enfin ils savent très bien que bon, Et c'est bah, pas en un truc à se réaliser quoi. Après conversation avec de nombreuses personnes qui sont atteintes d'anxiété depuis un long moment, et bah en fait c'est quelque chose de super récurrent. Bah ouais. Mais vraiment, Mais c'est pour- c'est fou. Ce que j'allais dire, moi, ça m'est déjà. Tu sais, c'est pas des. En fait, je sais pas comment expliquer, mais ouais, t'as des trucs. J'ai déjà eu des trucs un peu comme ça en mode. Là, à tout moment, je peux genre. Ouais. Tu sais, Ouais. c'est souvent quand tu Ouais. conduis, genre.
Moi j'ai beaucoup fait de route. Ah, tu l'as fait avec avec la d'autres gens. conduite. Et genre, à tout moment là, je peux genre foncer dans le mur et je bute tout le monde. Ouais. Tu vois? Et Mais après, il y a un peu ce truc là, genre. ta réaction, c'était quoi face à cette pensée? Moi c'était en mode waouh, c'est con, mais point, genre ça s'arrête là. Ouais, et ça après, s'arrête et là. après, et Ouais. même je peux le dire, genre. Je peux Ouais. dire, j'ai pensé à ça, tu vois, et genre du coup c'est différent encore. Bah, c'est ça qui va différencier, tu vois, une pensée intrusive saine Ouais, d'une pensée intrusive pathologique. ok, Tu vois, ouais. c'est ta réaction que tu vas Je avoir. comprends. Ah oui, Voilà. ça c'est cool, c'est moi qui l'attire en plus du coup. T'aimes beaucoup écrire, et du coup c'est quoi le rôle? Est-ce qu'il y a ça a un peu un rôle dans ta santé mentale justement? Ouais. En Ça fait, te permet de... je, À quoi exactement du je coup? tiens au moins 5 journaux. Ah ouais. Et ils ont tous une psychopathe. utilité genre... Ouais, ok. ouais, et C'est ouf. j'écris quotidiennement, genre dans les 5. Et ils ont tous une fonction type, tu vois. Ok. Genre, j'en ai un de pensée positive. Ok. Genre, c'est des pensées que je vais alimenter en mode je me réveille. Ça fait méga psychopathe de dire ça, c'est fou. Non mais en vrai je comprends hein. Genre, je me réveille, je vais penser à un truc positif, ça va me faire en sorte de passer, enfin d'être confiante pour le reste de ma journée. Ouais. Ensuite, genre, je vais avoir un où je vais pouvoir écrire des pensées, des trucs qui me donnent à l'esprit ou des trucs que j'ai entendus, que je trouve intéressants, etc. Ok. Après, j'ai carrément un... Parce que moi, je lis beaucoup et j'ai carrément un petit journal que je tiens par rapport à mes lectures. Ok. Et en fait, celui-là, il me sert à... Comme je lis beaucoup de psychologie, psychopatho, je surligne... Pardon, excuse-moi. T'inquiète. Je surligne tout ce que j'ai noté d'intéressant, enfin ce que j'ai lu d'intéressant personnel. Après, je les renote derrière pour pouvoir les garder, pour pouvoir les expliquer, pour vraiment ça. Ok. Et ça t'est venu parce que ça t'est venu avec je sais pas des séances de psy ou la formation ou Ouais, ça t'est ouais. venu naturel? J'en sais vraiment du coup Non, quelqu'un bah- qui t'a conseillé de faire quoi? Ouais. Moi, c'est vraiment venu de ma psy au départ, mais après, moi, j'ai pas suivi la bonne thérapie. J'ai suivi beaucoup de... Depuis mes 16 ans, je suivais une psychologue, mais en fait, elle m'aidait pour tout ce qui était émotionnel et tout ça. Ouais. Mais ça m'aidait pas sur le problème des TOC, tu vois. Ouais. En fait, il aurait fallu une thérapie cognitive et comportementale, surtout quand on apprend un peu plus ce que c'est et qu'on voit à peu près quels sont les bienfaits qu'ils peuvent vraiment trouver. Ouais, ok. Mais de base, c'était un conseil de ma psy et après, au fur et à mesure, j'ai écrit sur... j'ai tenu plusieurs journaux. Et puis, il y en a un aussi où j'écris dedans quand ça va pas, spécial journal quand ça va pas. Et tu le relis parfois? Ouais. Tous? Ou il y en a que tu lis pas, c'est juste tu te décharges d'un truc et tu le laisses là? Non, pas tous. Genre, je sais que je lis beaucoup le journal que je tenais avant de partir en Espagne et où j'avais justement Ok. vraiment le truc des phobies d'impulsion Ouais. qui me bouffait la vie, c'était une souffrance, c'était terrible. Bah ouais, tu... Et du coup, je voulais impérativement noter tous mes ressentis pour pouvoir voir ma progression. Parce que moi, j'étais Ok. vraiment... j'ai mené l'enquête. J'étais vraiment dans une quête de savoir pourquoi, de qu'est-ce qui m'arrivait, de, Ok. tu vois, tout le temps chercher à savoir. C'est ce qui t'a finalement aidé un peu à en C'est sortir? ce qui m'a aidé carrément à en sortir parce que après du coup j'ai commencé à lire des tonnes de livres sur la question, à regarder des tonnes de vidéos, je me suis documentée parce que j'étais vraiment dans le truc de ok j'ai ce problème, mais j'ai surtout pas Mais- envie d'y rester, ouais, il faut ouais. que j'en sorte, tu vois. Ok. Et le fait de tout décrire, ça m'aidait à tu peux voir la progression de mes pensées, dans quel sens elles allaient. Ouais. Et ok, oui. Mm. Et du coup ça... Et du coup ouais ça m'a aidé. Ça m'a aidé, des fois j'y relis, je me dis waouh, c'est dingue, genre j'ai été dingue. Mais bon, après, ouais, c'est une période, c'est une passe. Ok. Voilà. Et du coup, il y en a que tu relis pas du tout pour le coup. Non. Et parce que ça te ferait du mal ou parce que juste ça sert à rien ou... Non, parce que je ressens pas l'utilité. Après, dans Ouais. une journée, tu sais, t'as Oui, bien pas toutes les sûr. heures pour tous Ok. les relire. Mais ça, en fait, c'est surtout quand je me sens pas bien que je relis ça. Pour pouvoir me dire que je me suis sentie encore plus mal à un moment donné dans ma vie. Ok. Et pour me permettre de prendre encore du Ouais. recul, tu vois, sur Ok. ce qui fait que je suis pas bien sur le moment T, quoi. Donc, Ouais. si c'est pour un truc con, je relis ça, je me dis, ouais, t'abuses de fou, t'as vécu pire quand même. Ouais, Et ok. après, je passe à autre chose, quoi. Ça m'aide. Ok. Du coup, voilà. Oui. Souvent, je me demandais, est-ce
est-ce que cette période, elle t'a apporté des choses positives, là, maintenant, tout de suite? Est-ce que c'est justement le fait de revoir, qui, là, maintenant, tu dis, là, je vais mieux et ça va mieux? Ou elle t'en a apporté vraiment que du négatif? Non. En fait, je pense que tout ce qu'on vit, même si c'est négatif, je pense qu'il y a toujours une part de positif qui vient derrière. Moi, la partie positive, c'est que ça m'a vraiment aidé à comprendre comment est-ce que mon anxiété pouvait bouger et à repérer aussi surtout les signaux, tu sais, moi je sais que c'est quelque chose qui est tellement présent, c'est un trouble anxieux vraiment généralisé chez moi. Et je sais que quand je commence à avoir ça m'a permis de maîtriser, d'avoir la main et d'avoir le contrôle sur le truc et plus de me dire c'est mon anxiété qui me contrôle, qui va contrôler mes réactions, mais plutôt non, c'est moi qui ai la main dessus et c'est moi qui gère comme j'en ai envie de gérer à ce moment-là, etc. Et je comprends en vrai. Après tu domptes en fait, c'est comme si t'apprivoisais un animal, c'est pas... Ouais. C'est cool, tu t'apprivoises toi en fait du coup. Ouais. En vrai, c'est cool. S'improviser soi-même, c'est un peu chelou, mais... Oui, mais tu sais, il y a des trucs où tu sais pas trop comment tu vas réagir ou quoi. Au départ, par contre, tu et connais du coup, pas, c'est pas possible. Et puis surtout, nous, je trouve qu'on a peut-être aussi dans nos âges où on commence vraiment à comprendre plus de choses ou quoi, tu vois. Ouais. Genre que quand t'as 15 piges, peut-être t'as pas cette réflexion-là de te dire, ok, il faut que je me comprenne pourquoi, Oui. tu vois. Et du coup, là, t'as vraiment plus ce truc de, ok, je veux comprendre pourquoi je réagis comme ça, etc. Et d'aller chercher, ça t'aide après à peut-être régler le problème. D'abord comprendre pourquoi t'as ces trucs-là, ces tocs ou quoi, tu vois. Ouais, non, mais le but, c'est exactement ça. Et puis après, ça te permet de savoir comment réagir à une situation donnée. Surtout en public, quoi. Parce que moi, j'avais des crises d'angoisse qui me venaient en public au départ, mais c'était massif. Et je me sentais pas bien, fallait que je rentre chez moi et tout. Et puis après, j'ai eu un autre regard par rapport à... Enfin, ça m'a un peu renfermée sur moi-même en termes de comment dire, les relations que j'entretenais avec les autres. Ouais. Et après, quand t'apprends justement à apprivoiser ce truc-là, parce que t'as pas le choix, t'es obligé de vivre avec, t'apprends aussi à prévoir les crises d'angoisse, t'apprends à réadapter ton quotidien en fonction d'eux. Et je pense que non, c'est pas plus mal, parce que en fait, avec le temps, du coup, ça te permet peut-être de relativiser, parce qu'une fois que tu comprends que ton anxiété, elle peut bouger et te changer sur plusieurs aspects de ta personnalité, genre avant c'était le listing, j'ai toujours eu des tocs, toute ma vie j'ai eu des tocs, hein. Vraiment depuis que je suis jeune, c'était le listing, après j'ai eu le ménage, c'était infernal, je te jure à 7 ans j'étais en train de tout astiquer, je pouvais même pas rentrer dans le truc du McDo parce que le sol était gras. Ouais, toute ma vie ça a été un fardeau, et après ça a bougé, après ça a pris vraiment, c'était des tocs... d'autres tocs de pensée mais qui étaient moins handicapantes. Après la phobie d'impulsion, ça touche vraiment à quelque chose, à des actes qui sont répréhensibles. Et à partir, et c'est terrifiant, vraiment. En fait, c'est plus terrifiant que de savoir que tu vas faire le ménage. Ok, donc voilà, là c'est du coup la petite partie Madeleine de Proust. Est-ce que déjà, pour commencer, tu peux nous expliquer un peu pourquoi, du coup, t'avais pas compris ce que c'était de base la Madeleine de Proust, donc t'as expliqué un peu. Mais maintenant que tu sais, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi tu sais, il y a un sentiment que tu ressens, un truc comme ça avec ce plat, est-ce qu'il y a quelque chose, ou pas du tout, ça se trouve je me suis trompé parce que tu l'as mis un peu comme ça dans le questionnaire, mais ça se trouve il y a pas. Ça me rappelle, je sais pas pourquoi, mais c'est un plat pour moi que je mangeais le soir, du coup je le rattache beaucoup à la soirée. Et ça me met un peu dans un univers genre cocooning soirée, tu vois. Ok. Pourtant on est le jour. Oui. Mais j'ai l'impression, rétrospectivement, j'ai l'impression de faire un... Donc on peut dire que l'effet est un peu réussi. Oui. Super. Oui. Bon, il est pas, évidemment, on l'a cuisiné rapide. Il sera pas proche de celui de ta mère, je te le dis, je viens de le goûter. Mais c'est déjà pas mal. En fait, par contre, il se rapproche vachement de celui de ma sœur. Ah. Pas celui de ma mère. Parce que... mais celui de ma sœur. C'est très drôle. Elle le cuisine à peu près pareil. Ouais, ok. Il y a une petite question qu'on n'a pas faite dans la cuisine, que je t'ai dit, c'est celle-là. C'est comment peux-tu expliquer... comment expliques-tu que tu as de la patience pour écrire, mais pas pour cuisiner? Parce que du coup, je m'explique un peu, parce que c'est moi qui ai écrit cette question. Parce que moi, c'est totalement l'inverse, justement. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et en gros, je trouve ça fou d'avoir plus la patience pour écrire que cuisiner. Pour moi, dans ma tête, c'est l'inverse. Genre, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? C'est l'inverse. Trop bizarre. Ce que je trouve fou, c'est l'inverse. Genre, comment tu peux avoir plus la patience de cuisiner que plutôt d'écrire? Bah oui, du coup... Mais toi, tu l'expliquerais comment, tu penses?
Bah je sais pas, en fait j'ai jamais vraiment trop cuisiné et j'ai toujours été plus tournée vers ce qui était écriture, lecture et tout. Donc je pense que comme c'est deux activités un peu différentes, je pense que ça doit jouer par rapport au type de l'activité quoi. Mais ça doit peut-être pas aussi mobiliser les mêmes parties du cerveau, je pense. Peut-être, oui, sans doute en vrai. Mais il y a un côté. Moi, je sais que dans la cuisine, tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disent que, genre, tu sais, faut attendre ou c'est long ou tu sais, faut rester. Tu vois, les pâtes, typiquement, faut rester devant pour que ça déborde ou quoi. Et moi, je kiffe ce truc-là. Parce que, tu sais, parfois, je suis juste là devant mes pâtes qui bouent et j'attends. Genre, je suis vraiment devant. Et il y a peut-être un petit côté de méditation où, du coup, j'ai que ça à faire. Genre, je pense à rien d'autre. Je cuisine et je suis là. Mais t'as jamais la flemme, genre Si, bien sûr. Mais comme j'imagine, t'as déjà la flemme d'écrire parfois, genre. Non. Non, du tout. Non. Ah, waouh. Non, parce que genre, je prends un plaisir à le faire. Mais cuisiner, pour moi, c'est je le rentre dans le truc de la corvée. Ouais, de la corvée. Comme les courses. Les courses, je ne peux pas. Mais parce que pour le coup, moi, je trouve que écrire, du coup, comme tu disais tout à l'heure, ça peut pas mal aider, du coup, dans le cadre de la santé mentale pour essayer de trouver, comprendre ou même juste aller mieux. Avant, écrire pour moi c'est pareil, c'était une corvée. Par exemple, quand j'étais tout petit et tout, c'était un enfer. Genre au CP, Madame Baron. Je peux vous dire que Madame Baron. Non, mais je pense qu'elle m'en veut encore aujourd'hui. Paul a eu la même prof ? Non, du tout. il te regardait en mode ouais, j'ai grave de fou. Non. Mais Madame Baron, je peux dire qu'elle en a chié. Hein. Parce que pour me faire écrire, c'était dur. Et en fait, pour moi, écrire, c'est ça me fait mal au poignet. C'est chiant, c'est long et j'arrive pas à me concentrer pour ça, genre. Tu vois, là où j'arrive à me concentrer dans la cuisine, j'arrive pas du tout à écrire, tu vois, genre, c'est trop bizarre. Après, peut-être qu'il y a ce truc de, tu sais, quand tu cuisines, peut-être tu suis une recette et donc du coup c'est plus facile parce que tu as le déroulé de ce qui va se passer. Après quand t'écris, tu sais peut-être pas par où commencer. Ouais, il y a peut-être un peu ça. Mais pour le coup, la cuisine, moi j'ai fait beaucoup à l'impro. Donc je pense pas que ce soit ça. Non, mais comment ça arrive à donner des trucs super bons ? Bah après je pense que c'est des habitudes surtout, t'as déjà goûté ça avec ça et du coup tu le mets ensemble. Mais c'est surtout que la cuisine, genre il y a peut-être un côté peut-être plus créatif, je sais pas, que je retrouve pas moi dans l'écriture alors qu'il y a clairement ça, mais genre il y a peut-être aussi le fait que j'ai besoin d'avoir un retour du truc. Genre, je vais écrire. La récompense. Ouais, une récompense, je pense que c'est ça. Ouais. Et je pense qu'il y a un truc. T'as quelque chose là-dessus, j'imagine, mais je vais finir et après tu nous expliques le truc de récompense, ça te va ? Bah après, j'ai pas 15 000 explications dessus, mais ouais, c'est un type de mécanisme. Ok. C'est un mécanisme en fait. Mais bah, en gros, je pense qu'il y a un peu de ça parce que du coup, quand je vais cuisiner, je vais manger derrière. Et du coup, moi j'ai commencé à cuisiner parce que je voulais contrôler ce que je voulais manger. Donc manger un truc bon, je voulais que j'aime. Et du coup, j'ai commencé à cuisiner comme ça. Et écrire, bah derrière, je suis en mode ok, j'ai une page. Bon. C'est pour ça que maintenant j'arrive peut-être à écrire parce que du coup, c'est pour derrière avoir une vidéo, tu vois. Ah ouais. Donc c'est sans doute ça. Vu comme ça, ouais. Il y a un monde, c'est ça. Mais du coup, oui, en fait, il y a un truc de récompense, tu penses ? Genre, c'est. Bah, en fait, j'avais vu un truc là-dessus. C'est genre le système de récompense, c'est un truc qui est vraiment ancré dans notre ADN d'Homo sapiens, genre. Okay. C'est-à-dire que, ouais, je vois. Même les animaux, un peu sur le point de vue animal, okay. Ils font... tu vas réussir à éduquer un chien, par exemple, beaucoup grâce au système de récompense. Tu vois, donc si tu arrives à faire telle chose, etc., t'auras une petite croquette, genre ta petite pâtée et tout. Et en fait, t'assimiles beaucoup de choses, je pense, par le système de récompense. Ouais. Donc je pense qu'il y a un truc qui doit marcher comme ça. Après, je suis pas ultra expert sur le machin, mais à mon avis, ça doit fonctionner un peu comme ça. Et je pense que c'est dans les gènes de l'humain en général. Ouais. C'est peut-être moins un truc qui va jouer sur la personnalité, mais plus quelque chose sur la partie animale de ton être, si on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est pareil, ça peut peut-être venir aussi de l'enfance, un peu comment tes darons t'ont éduqué. Ouais. Genre, s'ils ont souvent fait un truc en mode, tu fais ça, et après tu pourras genre jouer ou machin. Oui. Il y a sans doute de ça en vrai. Totalement, maintenant que tu dis. Je pense qu'il y a de ça, parce que moi mes parents fonctionnaient beaucoup comme ça, genre. C'était en mode, ils savaient que ça c'était chiant pour moi, ils me disaient tu le fais. Et après, t'auras le droit de faire de jouer, t'auras le droit de sortir ou quoi. Et du coup, je le faisais parce que en fait, je trichais beaucoup. Mais... L'éducation, elle joue beaucoup en système de récompense en soi. Bah oui. Quand t'éduques un animal, c'est pareil. Hein. Donc, je pense que ça doit beaucoup. Ok.
Ouais, je pense que ça vient de là. Mm. Ok, je reprends une petite carte. Allez, vas-y. Alors, quel est l'impact de l'environnement familial, professionnel sur le bien-être mental? Ça fait Ça fait beaucoup. Ouais, ça doit C'est faire genre, bon, 85%. ouais, ce que j'allais dire. Là, je suis dans un environnement purement pourri. Moi, j'avais vraiment cette pensée-là de tu peux prendre cette décision. Et pareil, j'en sais rien, tu nous changes de pays pour nous mettre dans un pays en guerre.